Vrai ou faux? Bonjour à tous, ici le Dr Nozman et bienvenue à vous dans un nouvel épisode de Vrai ou faux. La semaine dernière, si vous vous souvenez bien, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur l'informatique finalement. Voici vos commentaires. Les livres sont des moyens informatiques au même titre qu'un téléphone. Bon, je vois qu'on part de loin, alors non, les livres ne sont pas des moyens informatiques. Mais au final, qu'est-ce que c'est l'informatique? Selon Larousse, je cite, il s'agit de la science du traitement automatique et rationnel de l'information considérée comme le support des connaissances et des communications et l'ensemble des applications de cette science mettant en œuvre des matériels et des logiciels. Une longue définition. Bon, en fait, c'est pas forcément plus clair maintenant. L'informatique est un domaine d'activité concernant le traitement automatique d'informations par le biais de programmes informatiques et de machines. Donc, dans un sens, si on considère ton cerveau comme un genre de machine et ta capacité à assimiler des informations comme un logiciel, dans ce cas, je suppose que l'activité de lire un livre peut être considérée comme une activité informatique. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Sauf si t'es réellement une machine, bien sûr. Dans ce cas, je suis honoré que des robots regardent mes vidéos. Allez, la suite. Peut-on voir ce qu'on a supprimé de l'historique? Parce que j'ai peur. Il existe effectivement des moyens de vérifier ce qui a été supprimé de l'historique. Mais bon, je vais pas te le dire. Non, je préfère que tu flippes dans ton coin en pensant à tous les trucs horribles que tu vas regarder. Hein? On se comprend. J'espère bien que tu vas te faire piéger. Non mais oh. Les mathématiciens Boole est plus ou moins à l'origine de tous nos programmes informatiques. Vrai, George Boole avec deux O. Boole ou Boole? Boole. Boole. Bref, c'était un mathématicien anglais du 19e siècle. Il est à l'origine de l'algèbre de Boole, aussi appelé calcul booléen. Il s'agit d'une partie des mathématiques attribuant une approche algébrique à la logique, c'est-à-dire que le calcul booléen permet d'exprimer la logique en termes de variables, d'opérateurs et de fonctions. Il s'agit d'une algèbre binaire n'acceptant que deux valeurs numériques, 0 et 1. Tu vois le truc. Une proposition est soit vraie, soit fausse. Bon, tout ça c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, l'algèbre de Boole a trouvé de nombreuses applications dans l'informatique et en circuit électronique un siècle plus tard, grâce notamment à Claude Shannon, un ingénieur américain du 20e siècle qui s'est servi des travaux de Boole pour expliquer comment construire des machines à relais lors de ses études au MIT à la fin des années 1930. L'état des relais permettant l'ouverture et la fermeture de circuits électriques est alors décrit de cette manière. 1 fermé, 0 ouvert. Les processeurs des ordinateurs actuels sont en fait composés de transistors ne gérant chacun que ces deux états. Un calcul informatique s'effectue alors en une suite d'opérations sur des paquets de 0 et 1, appelés octets lorsqu'ils sont regroupés par 8. Bon, même en tentant de simplifier tout ça, ça reste un poil compliqué. Mais je me demande si à 150 ans, George Boole se doutait de l'utilisation qu'on ferait aujourd'hui de tous ces travaux. C'est intéressant de voir comme les découvertes scientifiques évoluent à travers les siècles, pour être parfois au final reprise dans d'autres domaines. Dans les portables, il y a de l'or, on peut devenir riche. Vrai et faux. C'est-à-dire qu'il y a de l'or dans les smartphones, ok, mais tu risques pas de devenir riche pour autant. Les smartphones regorgent de composants fabriqués à partir de métaux précieux, que ce soit de l'or, de l'argent, du platine, du palladium, mais il faut environ 41 smartphones pour obtenir 1 gramme d'or, soit environ 35 €. Alors autant te dire que même en avant tous les téléphones de tes potes pour les vider de leur or, bon tu vas pas t'acheter grand chose, hein. Parce que perdre tous tes amis pour t'acheter 10 knackis, du yop et une pastèque, c'est pas terrible. C'est pas un super plan ton truc, en tout cas pas pour toi. En fait le problème dans tout ça c'est que les gens changent de smartphone tellement rapidement que ça génère énormément de déchets, qui peuvent effectivement valoir un petit peu de sous. Du coup certains pays, dont la Chine notamment, sont devenus les décharges du monde en ce qui concerne les produits électroniques. Smartphones, téléviseurs, ordinateurs et autres appareils forment des montagnes qui sont triées et décortiquées afin d'en extraire les précieux minerais. Le problème c'est que les ouvriers sont payés une misère pour ça. Et les méthodes utilisées sont bien souvent polluantes et néfastes pour la santé. Alors si tu veux un conseil, tu deviendras certainement plus riche en essayant de trouver un système pour essayer de recycler tous nos appareils électriques, hein, tu vois, de manière écologique, plutôt qu'en éclatant tes téléphones pour une petite miette d'or. Le mot bug vient d'un insecte qui est rentré dans un ordinateur et l'a fait bugger. Faux, l'origine du mot bug, qui désigne un dysfonctionnement dans un programme informatique, remonterait selon la légende au 9 septembre 1947, lorsque l'informaticienne américaine Grace Hopper a extrait un papillon de nuit du contact d'un des relais du Harvard Mark II, un ordinateur électromécanique. Elle aurait alors scotché l'insecte dans son journal avant d'écrire dessous pour blaguer First actual case of bug being found. Première fois qu'on retrouve réellement un bug en français. Et bien en fait, Hopper admet elle-même que même à l'époque, le terme bug était déjà couramment utilisé, concernant les problèmes électroniques liés au radar durant la Seconde Guerre mondiale. Donc au final, même si l'histoire est amusante, on se fend bien la poire quand même, eh bien, elle n'est pas à l'origine du mot. Est-ce que rester 12 heures tous les jours, ça tue? Rester 12 heures tous les jours n'est pas dangereux, rassure-toi. Pas plus que de relire son commentaire avant de le poster, hein. En 2038, il va y avoir un gros bug informatique. Vrai, mais attention, pas pour tout le monde. Ça ne concernera en fait que les systèmes d'exploitation et les programmes utilisant une représentation des dates en 32 bits. Alors, pour faire simple, la plupart de ces systèmes utilisent une représentation du temps nommée POSIX, dans laquelle le temps est représenté comme un nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Sur un système 32 bits, ce nombre est représenté comme un nombre entier signé de 32 bits. C'est-à-dire que le nombre de secondes est limité à 2 147 483 647. C'est précis. Ce nombre maximum sera atteint le 19 janvier 2038 à 3 h 14 minutes et 7 secondes. C'est pas mal précis aussi. À ce moment-là, la représentation du temps bouclera et affichera la date du 13 décembre 1901. Bon, j'ai simplifié pas mal tout ça pour mieux comprendre, mais la plupart des systèmes d'exploitation commencent désormais à fonctionner en 64 bits et la date butoir serait donc repoussée au dimanche 4 décembre 292 277 26 596 après Jésus-Christ à 15 h 30 minutes et 08 secondes, soit environ 21 fois l'âge de l'univers.
J'ai mal à la tête. À Chicago, la police utilise un programme de prédiction des crimes grâce à l'intelligence artificielle et ça marche. Il y a une baisse des crimes dans cette ville. On dirait un scénario d'un film de science-fiction, mais c'est pourtant vrai. Chicago est l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis, avec pas moins de 726 meurtres en 2016. C'est plus que New York et Los Angeles combinés. Du coup, la police de Chicago a mis au point un logiciel leur permettant effectivement de prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. Difficile à croire, hein. Le programme collecte des données recueillies à travers la ville, que ce soit le passif de certains criminels ainsi que leur localisation géographique, et il définit ensuite les potentiels risques que cela peut amener. Du coup, des patrouilles sont par exemple déployées spécifiquement dans ces zones pour tenter de dissuader les éventuels criminels de passer à l'acte. Un truc de fou quoi. Alors un autre truc un petit peu flippant par contre, c'est qu'ils envoient des lettres aux potentiels criminels, c'est-à-dire les personnes au casier judiciaire lourd, afin de les prévenir qu'ils risquent potentiellement de passer à l'acte et ils leur conseillent alors les services sociaux ou même des cures de désintox. Mais bon, si ça marche, pourquoi pas, hein, mais à quel prix au final? Ça fait un peu Big Brother tout ça. Mettre un cactus près de sa box internet permet de limiter la quantité d'ondes néfastes pour l'être humain. Alors non, ça c'est faux. Hein. J'ai lu pas mal de trucs qui disaient que les cactus absorberaient effectivement les ondes électromagnétiques. Rien que là, comme ça semble louche comme info. Hein. Et oui, parce que ça l'est. Il s'agit d'une vieille légende urbaine issue d'études ayant été menées dans les années 80. Ces études ont à l'époque été menées par le scientifique américain William Wolverton et concernaient les vertus dépolluantes de certaines plantes. Alors si, effectivement, il a pu observer une diminution de certains polluants gazeux, il n'a jamais été question d'ondes ni de cactus. Le président du Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques, Pierre Leruse, affirme d'ailleurs que des tests ont été menés en plaçant des cactus près d'un ordinateur. Ils ont obtenu les mêmes valeurs d'ondes électromagnétiques. L'exposition est donc identique. Donc pas la peine d'encombrer votre bureau de cactus. Après, c'est joli, hein, les cactus, j'aime bien. Pour les ondes et tout, ça sert à rien. Pour le côté joli, c'est pas mal. Les ordinateurs ont une vie sexuelle. Bah, à quoi tu crois que ça sert, tous ces ports USB, hein? Et puis le retirer en toute sécurité. Je crois que c'est quoi? Peut-être que les ordinateurs sont bien plus coquins qu'on le croit. Hein. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. Merci à tous pour votre participation dans les commentaires. Comme d'habitude, vous avez déchiré. N'oubliez pas de laisser un max de facts vrai ou faux pour le prochain épisode qui portera sur ce thème, l'hypnose. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air pour soutenir si vous avez aimé la vidéo, etc. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Comme d'habitude, vous louperez jamais rien. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas.